Bonsoir à tous et bienvenue dans le 7-8 Sport, il est 18h30. Si vous nous suivez en direct, on passe tout de suite au titre en image de cette édition. Nous allons vous faire découvrir le foot golf. Oui, vous avez bien entendu, cette nouvelle discipline sortie du trou il y a un an. Le foot golf, pour faire simple, c'est une tenue de golfeur vintage, un ballon de football et un parcours de golf. Eux, ils s'apprêtent à traverser le Pacifique à la rame en juin prochain. Clément et Christophe prendront le départ de la Great Pacific Race pour peut-être établir un nouveau record du monde. Rencontre à suivre. 2 journées et 2 victoires pour les Templiers d'Elancourt. Les joueurs de Manu Charret se sont imposés ce week-end face aux Molosses d'Asnières et confirment leurs ambitions de titre. Et évidemment, comme d'habitude, en fin d'émission, tous les résultats du week-end. Mais tout d'abord, place au foot golf. Je le disais dans les titres, cette nouvelle discipline est sortie du trou il y a tout juste un an. C'est le foot golf pour planter le décor. C'est une tenue de golfeur vintage, un ballon de football, un parcours de golf. Pour l'instant, pas d'anomalie. Et à côté de ça, ce sport arrive dans les Yvelines ce mercredi au golf de Feucherolles pour la première étape de la Foot Golf Cup 2014. Et pour le découvrir, le président de l'association française de foot golf est sur le plateau du 7-8 Sport, Romuald Préto. Bonsoir. Bonsoir à vous, merci d'être là. Tout d'abord, première question, on a envie de savoir un peu à quoi ça ressemble. Quel est le principe du foot golf ? Bien, le foot golf, en effet, c'est un savant mélange entre le football et le golf. En gros, on joue, on va dire, au football sur un parcours de golf avec les règles du golf. C'est-à-dire que voilà, l'objectif étant de taper dans le ballon, d'aller d'un point A jusque dans un point B, dans un trou, et le tout en un minimum de coups, avec le même règle qu'au golf, c'est-à-dire avec des systèmes de par 3, par 4, par 5. Voilà, donc c'est une discipline très, très ludique que pas mal de joueurs aujourd'hui ont découvert et apprécient. Est-ce que les trous d'un parcours de golf classique sont identiques à un parcours de foot golf ou on réduit un petit peu la distance ? Alors on réduit, en effet, on essaye, je dirais, d'aménager les parcours aujourd'hui, les parcours existants de golf, en partant notamment des boules rouges qui sont d'habitude dédiées aux femmes. Mais ça nous arrive aussi, comme on va le faire là au golf de Feucherolles, de tracer en fait un parcours de foot golf 18 trous sur 9 trous de golf, puisque c'est vrai que sur des trous de 400-500 mètres, aujourd'hui on les réduit plutôt à 150, 200, 250 mètres maximum pour pouvoir réaliser des par 4, des par 5, mais version foot golf. Quels sont les ingrédients indispensables pour pratiquer cette nouvelle discipline ? Alors les ingrédients, c'est vrai qu'il faut. Alors je ne sais pas si vous voulez parler en termes de tenue ou plutôt de qualité. On va commencer peut-être par la qualité, puis ensuite la tenue. Les qualités, c'est vrai qu'il vaut mieux être bon footballeur que bon golfeur, parce que clairement, c'est vrai que les outils, c'est plutôt les pieds, c'est le ballon, et je pense qu'en effet, il faut avoir une bonne frappe de balle. Mais c'est pas l'essentiel, un peu comme au golf. Après, c'est tout le petit jeu, la partie précision, l'approche du trou qui est essentielle. Donc c'est vrai qu'avoir un bon coup d'œil et bien juger les lignes, c'est aussi également très important. Et après, en effet, comme vous avez dû tous le constater, c'est vrai que pour pratiquer le foot golf, même si globalement il n'y a pas besoin d'énormément d'outils comme au golf, on n'a pas besoin d'un sac, on peut il y a juste à venir avec pas besoin de club, on vient avec son ballon. Par contre, c'est vrai qu'on a mis en place une tenue vestimentaire un petit peu particulière. L'objectif étant surtout de se rapprocher, je dirais en effet, comme vous l'avez dit, du golf des années 30-40, et donc de venir avec en effet un certain dress code, et surtout de ne pas venir en habit de footballeur. Donc les crampons sont proscrits, les shorts, les chaussettes de football également. On vient habillé plutôt en golfeur, si je puis dire, avec un polo, bermuda ou pantalon, chaussures de football stabilisées. Et puis après, on a la petite touche là que je peux montrer. Voilà, donc c'est le petit béret spécifique du foot golf. C'est vrai que les deux aspects spécifiques, ce sont les chaussettes hautes, version jacquard, et ce petit béret képi que comportaient les premiers foot golfeurs. Un dress code bien précis. Vous parliez de la qualité du joueur, ça veut dire qu'il faut être quand même footballeur de haut niveau pour être bon sur le foot golf ou pas ? Alors pour être bon, c'est mieux. En effet, on a vu notamment quelques gardiens de but qui forcément sur les premières frappes, les drives, on va dire l'équivalent du drive au foot golf, avaient plutôt une bonne frappe. Après sur les approches, c'est vrai que peut-être que les buteurs sont plus à l'aise parce qu'ils ont l'habitude de viser juste.
Mais c'est vrai qu'après, tout l'intérêt du foot golf, c'est que voilà, de 7 ans à 77 ans, globalement, on peut y jouer, on peut prendre du plaisir. Et l'intérêt du foot golf numéro un, c'est vraiment de faire découvrir, on va dire, les parcours de golf à une majorité de Français qui aujourd'hui ne vont pas dans les golfs, puisqu'aujourd'hui le golf c'est 400 000 licenciés. Et aujourd'hui, en dehors de ces 400 000 personnes, il y a des tas de personnes qui n'ont jamais mis les pieds dans un golf parce que pas forcément d'intérêt pour ce sport ou parce que se disant que voilà, c'est un sport trop élitiste pour eux et donc pourquoi j'irais dans un golf. Le foot golf a cet intérêt, c'est de pouvoir peut-être faire venir des jeunes. On sait que le golf a du mal à attirer les jeunes, donc c'est de faire venir les jeunes, c'est de faire venir des gens qui trouvent le sport aussi, le golf, trop compliqué, trop technique. Et le foot golf, c'est plutôt le côté ludique, il y a un côté famille, même si après on peut le jouer en version compétition, ce qui va être le cas notamment sur ces 15 étapes, où même si on est là pour faire découvrir ce sport, clairement on est aussi là avec un côté compétition, puisqu'on sait que là par exemple mercredi prochain, la première étape, nos amis hollandais, donc puisqu'on a vraiment choisi cette date par rapport au match amical France-Hollande le soir. Nos amis hollandais sont clairement venus pour gagner la compétition. Ça fait déjà 5 ans eux qu'ils pratiquent ce sport. Il y a plus de 20-25 000 pratiquants en Hollande et clairement ils viennent pour pratiquer et pour gagner cette compétition. Par rapport à cette première étape, on sait que dans cette discipline, les ambassadeurs sont des anciens joueurs de renom. On peut citer évidemment Jean-Pierre Papin, Sylvain Wiltord. Ça veut dire que c'est un peu l'activité de retraite idéale pour ces anciens joueurs de football professionnels, non? Alors, je ne sais pas si c'est en tout cas l'activité idéale. Ce qui est sûr et ce qui est agréable, c'est que c'est un sport en tout cas que la plupart de nos ambassadeurs, tous les joueurs qui sont venus pratiquer lorsqu'on a fait les dernières compétitions, les dernières opérations, ont trouvé ça extrêmement agréable. La preuve, je pense que la plupart, voire une majorité d'entre eux vont revenir mercredi prochain. Et en effet, ils prennent du plaisir à la fois à se retrouver entre amis, à pratiquer ce sport qui se rapproche à la fois du football traditionnel, mais version beaucoup moins stressée, avec beaucoup moins d'engagement, beaucoup moins de risques de blessures forcément. Et quand on est à 40, 50 ans, en effet, c'est plus agréable. Et en même temps, on a certains joueurs qui n'ont jamais voulu se mettre au golf et qui se disent que le foot golf peut leur permettre en effet d'arriver sur les golfs. Et on a aussi l'effet inverse, c'est-à-dire des gens par exemple comme Jean-Pierre Papin, qui s'est mis au foot golf, qui n'avait encore jamais joué véritablement au golf et qui, depuis un mois et demi, a pris ses premières leçons de golf. Et c'est ce qu'on explique au golf, c'est que grâce au foot golf, on peut aujourd'hui attirer des gens qui vont peut-être se mettre au golf derrière. Donc on a vraiment un lien qui peut être assez étroit avec le golf. Dernière question, on sait que ce sport a été créé et inventé en 2009 du côté des Pays-Bas, arrivé il y a un an, je le disais, en France. Ça commence à arriver, les licenciés ou adhérents, où je sais que c'est plus de l'adhésion que vous avez chez vous. On est en version aujourd'hui d'association, même si l'objectif c'est de devenir rapidement, d'ici 2-3 ans, une vraie fédération. Mais aujourd'hui, on fonctionne comme une fédération, c'est-à-dire avec des membres, avec des adhérents. Les premiers adhérents, tout simplement, sont ceux qui vont venir jouer la première compétition, puisque c'est véritablement la première compétition grand public qui aura lieu mercredi sur le golf de Feucherolles. Donc aujourd'hui, on va dire qu'on compte au moins le nombre d'inscrits sur cette compétition, donc pas loin de 200 personnes qui se sont inscrites, donc qui sont aujourd'hui membres de la FFG. Et on peut le pratiquer concrètement. Il y a des golfs déjà qui sont dédiés au foot, des parcours de golf qui sont dédiés au foot golf en France. On vient de signer les premiers parcours il n'y a pas plus de 10 jours. Notamment le premier qui a signé avec nous, c'est donc le golf de Brest, de Penarved, qui a pris l'adhésion avec la FFG. Et d'ici la fin du mois de mars, en tout cas, les gens qui passeront du côté de Brest pourront aller pratiquer le foot golf n'importe quel jour de la semaine, comme ils pourraient aller jouer au golf. Très bien, déjà on va pouvoir le découvrir dans les Yvelines dans 2 jours, ce mercredi 5 mars. Donc pour la première étape, je le disais, de cette Foot Golf Cup 2014, évidemment, vous trouverez un magazine complet de cette nouvelle discipline dans le prochain 7-8 Sport. Départ individuel ce mercredi à 9h et en équipe à partir de 13h. Exactement. Merci beaucoup Romuald et à très bientôt donc sur les parcours pour essayer de taper dans le ballon. Merci beaucoup. Vous êtes les bienvenus en tout cas. 2 journées et 2 victoires pour les Templiers des Longs Cours. Je le disais dans les titres, les joueurs d'Emmanuel Charret se sont imposés ce week-end face aux Moleuses d'Asnières et confirment leurs ambitions de titre. Patrick Jacques de Dixmude pour les images.
En 2014, les Templiers ferment d'abord la porte de leur but. Ensuite, sur leur série offensive, ils font confiance au jeune Sean Shelton. Le nouveau quarterback américain montre tout son talent en réalisant une impressionnante course face à la défense adverse. 2 actions plus tard, il trouve son receveur Anthony Couvin qui crochette son défenseur avant de filer au touchdown pour une réception de plus de 45 yards. 7-0. Ça s'est vraiment très bien passé. Bon, il faut dire qu'on a 6 receveurs qui sont très très bons, 3 ou 4 qui sont les meilleurs du championnat de France. Donc on facilite un peu l'arrivée du quarterback. Lui, il est bon, il fait ce qu'il faut. On avait les receveurs en face. Voilà, la connexion s'est vite passée. Il est arrivé maintenant il y a 1 mois et demi, donc tout va bien, quoi. Au début du second quart-temps, les Templiers mènent rapidement 14-0, mais leurs affaires se compliquent brutalement après l'expulsion d'Anthony Couvin pour un coup de casque sur Alexandre Laruelle. Mais les Molosses ne concrétisent pas leur possession, 14-0 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, Sean Shelton, impeccable jusque-là, va remettre les Molosses dans le match par une perte de balle à quelques mètres de l'embut adverse, un turnover qui offre leur 2e touchdown aux visiteurs, 14-7. Les Molosses ne parviendront pas à revenir et verront leurs espoirs douchés par un dernier touchdown de Christophe Morin et surtout cette interception de Thibaut Conchon. Score final 21-7. Avec cette 2e victoire en autant de journées, les Templiers s'annoncent clairement comme l'une des équipes à battre de ce début de saison. Ils s'apprêtent à traverser le Pacifique à la rame. En juin prochain, Clément et Christophe prendront le départ de la Great Pacific Race pour peut-être établir un nouveau record du monde. Nous les avons rencontrés il y a quelques jours dans leur village de Millemont, près d'Oudan, avec Jonathan Villeman et Patrick Jacques de Dixmude. Clément et Christophe, bonjour à tous les deux. Vous participez en juin prochain à la Great Pacific Race. C'est une course où vous allez tenter la traversée de l'océan Pacifique à la rame entre la Californie et Hawaï, soit environ 3900 km à vol d'oiseau. Tout d'abord, première question, qu'est-ce qui vous a pris, Clément? Eh bien, en fait, c'est une longue histoire. Christophe et moi sommes cousins. Et il y a à peu près 3 ans, on a traversé l'Europe à vélo entre Paris et Saint-Pétersbourg pour réaliser un reportage sur la citoyenneté européenne. Et en fait, au cours de ce voyage, on a rencontré des gens formidables, on a vu des paysages incroyables. Ça s'est tellement bien passé qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on retente l'aventure, une autre aventure dans un autre environnement. Et il y a à peu près 2 ans, on a découvert l'existence d'une course qui s'appelle la Great Pacific Race dont vous avez parlé. Et on a décidé de se lancer. Voilà, c'était l'occasion puisque en fait, Christophe et moi, on n'est pas marins, on n'a aucune expérience de la mer. Et donc on voulait faire quelque chose dans un cadre. Et voilà, cette course, c'était vraiment l'opportunité de se lancer dans cette aventure. L'idée, elle est née parce que vous aviez besoin d'un autre défi après ce tour à vélo? Exactement, donc on a fait la traversée de l'Europe à vélo, 4000 km. Et quand on est arrivé à Saint-Pétersbourg, on s'est dit c'est super. Mais au final, on l'a fait, c'était largement faisable. On voulait aller plus loin dans la performance pour repousser un petit peu nos limites, même beaucoup. Et donc, on a commencé à s'intéresser à la rame océanique. Et la rame océanique, quand on rentre dans le monde, déjà c'est un petit monde, donc on arrive à rencontrer des gens. Et ces personnes-là vous expliquent comment, quand on n'est pas marin, on arrive à se préparer à un projet. Alors évidemment, le projet en vélo, c'était simple. On avait besoin de prendre des vélos, de s'entraîner un petit peu avant et puis de partir. Là, un projet comme ça demande beaucoup plus de préparation. On s'est bien documenté. Et derrière, aujourd'hui, on est prêt à partir. Pourquoi une traversée à la rame, comme vous le disiez, Clément, vous n'êtes pas tous les deux des marins pur sang, non? Alors, on n'est pas des marins pur sang. Maintenant, au contact des marins, on a compris que c'était possible. Ce qui est sûr, c'est que la traversée à la rame, c'est quelque chose qui reste unique dans le monde. Aujourd'hui, il y a 650 personnes qui ont traversé un océan à la rame. Et l'océan Pacifique, donc nous, c'est la course qu'on va faire, c'est San Francisco, Hawaï. Pour l'instant, il y a moins de 40 personnes qui l'ont fait. Évidemment, ce qui nous est arrivé, c'était le côté unique, exploit. Vous partez de zéro, pour ainsi dire. Il va falloir apprendre un peu tout, là. Naviguer, ramer, aussi l'aspect physique, parce que j'imagine que la condition physique doit être parfaite pour partir dans ce genre d'expédition, non? Alors allez, c'est sûr que c'est un projet qui est extrêmement complet, que ce soit pour une préparation en termes de budget, pour trouver les sponsors, que ce soit en préparation physique. C'est très difficile de pouvoir utiliser un bateau comme ça, étant donné qu'on habite en région parisienne, parce que le bateau se trouve en région parisienne, c'est compliqué d'aller en mer régulièrement. Donc on s'entraîne tout simplement sur des rameurs classiques de chambre.
Et ensuite, c'est beaucoup de course à pied. L'idée, c'est en fait d'être en très très bonne forme. Et grâce à notre préparation qui est assez spécifique, on va essayer d'augmenter nos performances pendant les 4 derniers mois qui nous restent avant le départ de la course. C'est justement des techniques qui sont assez faciles à apprendre parce que, comme vous le disiez, peu de personnes ont tenté ce genre de traversée. C'est que l'exploit est quand même d'une certaine hauteur, non? Alors c'est compliqué d'atteindre le bon niveau physique. C'est un effort qui est comme un effort de marathonien, sauf qu'on le répète tous les jours. C'est 10 heures de rame par personne par jour, donc ça fait une grosse part du gâteau qu'il va falloir manger tous les jours, avoir faim pour ça. Pendant environ une cinquantaine de jours. Minimum une cinquantaine de jours, ouais. Et au niveau des techniques de la mer, en fait, justement ce week-end, on rentre d'un week-end de formation à la survie en haute mer, donc une formation faite avec des marins qui font la Route du Rhum, la Solitaire du Figaro, enfin des gars qui ont une expérience de malade. Et c'est pas des techniques qui sont forcément très compliquées. Par contre, il faut l'avoir fait une fois pour pas paniquer. Au moment où on est à la baille et où il faut sortir les fusées de détresse, si on lance la fusée de détresse dans le mauvais sens, on se la prend dans le ventre et puis finalement, moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été d'une grande aide. Et Gérard Daboville, je crois que vous l'avez rencontré. On le rappelle, c'est le premier homme à avoir traversé à la rame un océan dans les années 80, en 1980. Cette rencontre, elle a été décisive dans votre projet? Alors tout à fait, même bien avant la rencontre, en fait, Gérard Daboville a été décisif et une grande source d'inspiration pour nous, puisque c'est le pionnier de la rame océanique. Et tous ces bouquins, tous ceux qu'il a écrits, il en a écrit notamment 2 sur ses traversées à la rame, vraiment, ça nous inspire et ça nous donne envie, ça nous a vraiment donné envie de nous lancer dans cette aventure. Dans cette traversée à la rame, cette course, cette Great Pacific Race, il y aura à peu près, même sûrement 20 équipages engagés. Vous êtes les seuls Français en lice. J'imagine que vous n'y allez pas seulement pour participer quand même. On va essayer de faire une performance, non, à travers le Pacifique. Évidemment, évidemment. Alors, notre objectif, comme on le disait tout à l'heure, on est des marins qui ont peu d'expérience et du coup, notre premier objectif, c'est de terminer la traversée. Maintenant, une fois qu'on sera parti, comme on a un préparateur sportif qui va être en téléassistance, il va pouvoir nous dire comment gérer l'effort. À partir de là, on pourra savoir à quel moment on peut accélérer, à quel moment on va pouvoir dépasser les autres. Et puis sur la fin, s'il y a moyen de se positionner et d'arriver en tête, on ne va pas s'en priver, ça c'est sûr. Pour être peut-être sur le podium, c'est ce qu'on vous souhaite. Et la partie cruciale en fin de compte de votre préparation, c'est dans 2 mois. Puisque vous allez partir aux États-Unis, vous allez être sur place et là, vous allez pouvoir être un peu plus en situation grandeur nature. Exactement, on part 1 mois avant le départ de la course à San Francisco pour pouvoir nous entraîner et puis préparer le bateau dans les conditions réelles, on va dire. Voilà. Donc ça nous permettra d'être bien affûté et bien amariner, comme on dit dans le jargon des marins, pour pouvoir partir l'esprit serein. Vous le disiez tout à l'heure, Clément, il y a une dimension historique parce que ce bateau où nous sommes, il a déjà parcouru un petit peu quelques océans, mais il y a aussi la dimension historique parce que si vous réussissez l'exploit de faire cette traversée, vous serez l'équipage le plus jeune qui aura réussi cette traversée. Ça vous trotte beaucoup dans la tête, ça? Évidemment, ce qui va se passer, c'est que quoi qu'il arrive, le jour où on posera le pied à Hawaï, on sera les plus jeunes à l'avoir fait. Et c'est ce dont on parlait au début, il y a quelque chose d'unique à faire une traversée à la rame. Ça ajoute encore quelque chose de plus, de pouvoir se dire que bon, les autres, c'est pas tous des vieux schnocks, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on arrive à faire ça, ce sera un record pour nous. Et vous serez aussi les premiers Français à réaliser cette traversée du Pacifique dans ce sens. Exactement. Il y a eu d'autres Français qui ont traversé l'océan Pacifique, donc, dont Gérard Daboville. Mais sur cette route-là, entre San Francisco et Hawaï, nous serons les premiers. Et aussi dans votre projet, il y a quelque chose d'important, c'est un petit aspect écologique, je crois. Oui, alors c'est même plus qu'un petit aspect écologique. On a un réel partenariat qui est fait avec la Surfrider Foundation Europe. La Surfrider Foundation, c'est l'association qui s'occupe de la protection des océans. C'est une des plus grosses qui existent au monde. Ça a été créé à San Francisco et nous, on est en partenariat avec l'antenne française. Et notre objectif, c'est de lever 50 000 € pour participer au nettoyage des plages des déchets plastiques. Ça, ces 50 000 €, ils vont être directement utilisés pour une action locale sur le littoral français. Et on va inciter les gens qui nous suivent à faire des dons à l'association. On va essayer aussi de trouver des entreprises pour nous donner ce financement.
Et donc l'intégralité de ce financement sera donnée à la Surfrider Foundation. C'est complètement indépendant de notre levée de fonds pour notre aventure. Et en plus de cette levée de fonds pour cette association, on participera à un programme de recherche, puisque comme Christophe vous l'a dit, nous allons traverser le continent de plastique, qui est le célèbre continent de plastique sur l'océan Pacifique, et donc nous essaierons d'observer la pollution en mer. C'est plutôt aussi intéressant pour les personnes qui voudraient vous soutenir dans votre traversée. En tout cas, on vous souhaite d'arriver jusqu'au bout dans quelques mois. Le départ le 7 juin prochain. On vous retrouve là-bas en direct, en tout cas on espère au départ. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. Fait rarissime cette semaine, les licenciés du club de football de Trappes ont manifesté ce mercredi après-midi devant la mairie pour crier leur dépit face à l'indécence de leurs infrastructures où il n'y a plus d'entraînement depuis 1 mois et demi pour certains enfants. Une action suivie des faits. Image de Jonathan Villeman. Le club de football de Trappes et la mairie entament un nouveau match. 3 semaines après la démission du président Mustapha Larbaoui, entre 150 et 250 enfants, éducateurs et parents ont crié leur colère sous les fenêtres de l'hôtel de ville. Ils ne s'entraînent plus parce qu'avec les intempéries, les terrains sont grands et pour des questions de sécurité, on ne peut pas y aller. C'est de la sécurité parce qu'au jour d'aujourd'hui, on bricole et le jour où on aura des pépins, on nous le reprochera. Les dirigeants du club réclament donc la réhabilitation de leurs équipements et un nouveau terrain synthétique, car à l'heure actuelle, seulement 4 terrains seraient fonctionnels, 2 au stade Robert Graveau et 2 à Gilbert-Chaussac, dont un réservé exclusivement à la compétition. Tout cela pour 900 licenciés et 26 équipes. De son côté, la mairie avance que 8 terrains seraient disponibles sur la commune, dans l'attente d'une éventuelle signature de convention avec la ville de la Verrière pour des prêts de terrain. Le club trappiste semble se retrouver dans l'impasse. On considère que sur la ville de Trappes, on ne peut plus pratiquer le football de manière correcte. Donc aujourd'hui, on a des revendications très très simples qui consistent à demander des lieux accueillants pour les adhérents, des lieux sécurisants pour les adversaires quand ils viennent le week-end et des outils pour travailler. Après cette seconde manifestation et des demandes d'audience, une délégation a finalement été reçue par le maire Guy Malandin le lendemain. Un entretien jugé constructif par les footballeurs. Le maire aurait visité les installations du club et aurait ciblé des problématiques, notamment sur le stade Gagarine, où le club demande l'installation de ce terrain synthétique. Verdict dans les prochaines heures. Tout d'abord, nous prenons la direction de Cali et la Colombie pour les mondiaux de cyclisme sur piste. Et cet homme, bien entré dans la légende, le nouvel Élimontain François Pervis, a décroché cette semaine 3 titres de champion du monde en kérine, sur le kilomètre et sur la vitesse individuelle. Il signe là un triplé historique et inédit. Jamais personne n'avait réalisé une telle performance dans un même championnat du monde. Et il a écrasé la concurrence sur les 3 épreuves sur lesquelles il était aligné, notamment en vitesse, où le double recordman du monde du 200 mètres et du kilomètre n'a pas perdu une seule manche du tournoi. Et pour le paradoxe, sur son compte Twitter, François Pervis indique toujours qu'il est en recherche de sponsors. Nul doute qu'il devrait trouver rapidement preneur. En foot féminin, pour le compte de la 15e journée de Division 2, Montigny, 12e et dernier, recevait ce dimanche au stade de la Couldre le 4e Amiens. Et comme souvent cette saison, la défense unimontaine sera très perméable. En première période, les joueuses de Jean-Dany Grosset encaissent 6 buts en l'espace de 25 minutes. On ne va pas vous montrer tous les buts amiénois, ce serait trop long, juste ces 2 réalisations. Et en seconde période, les Unimontaines se feront l'honneur par l'intermédiaire de Laura Boussiquet, peu après l'heure de jeu, sur cette magnifique frappe lointaine qui lobe la gardienne que vous allez voir juste après. Score final 6-1 pour Amiens. C'est la 12e défaite de la saison pour les Unimontaines qui restent scotchées à cette malheureuse 12e et dernière place avec 8 points de retard sur le 10e. Mais leur entraîneur veut encore croire au maintien. On l'écoute. C'est un match où on attendait beaucoup d'engagement, beaucoup sur ce match-là. Déjà faire un résultat à la maison, c'est vrai que là ça nous complique la saison. Mais bon, la saison n'est pas terminée, il nous reste déjà à préparer pour 15 jours Dijon, le déplacement à Dijon. Il faut y croire, il ne faut pas baisser les bras. Et je pense qu'on peut prendre l'exemple sur Amiens l'année dernière où tout le monde avait prédit une descente en DH, mais elles sont encore là, elles sont 4e aujourd'hui. En basketball féminin, on avait quitté les féminines de l'Entente Le Chesnay-Versailles la semaine dernière sur une victoire. Pas d'exploit ce week-end sur le parquet du leader Franconville lors de la 19e journée. Défaite de 12 points, 79-67. L'avenir en National 1 se complique pour les joueuses de Stéphane Rollet. Vous allez le voir au classement. Les Versaillaises sont toujours 11e
avec 23 points. Elles ont cédé une longueur à Rennes, vainqueur de Brive, et elles sont reléguées à 4 longueurs, surtout de la 9e place, synonyme de maintien à 3 journées de la fin de la saison régulière. Cela commence à faire beaucoup. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux et Twitter avec le hashtag le 7-8 Sport tout attaché. Excellente soirée sur TV Fil. À lundi prochain.